Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros et le temps d'un café. Cette semaine, les news, un tournoi qui fait polémique et encore de la réserve list. C'est parti pour l'épisode 21. Mais surtout ce week-end, c'était le Mythic Invitational en historique. Vous savez, le Mythic Invitational, c'est un de ces gros tournois où il y avait avant beaucoup de budget, qui là malheureusement a dû se faire juste chacun chez soi sur Arena. Mais c'était quand même un événement très sympathique du Magic compétitif. Surtout que Gabriel Nassif, l'un des Français du Hall of Fame, a fait top 8, c'était merveilleux. Ce tournoi, ça se profilait vraiment dans le format historique dominé par Gobelin. Tout le monde jouait ça, tous les pros disaient « moi je joue Gobelin », nous on joue Gobelin en splash noir juste pour mettre 4 saisies dépensées, comme notre cher JE l'a fait par exemple. Et la grosse surprise, c'était que finalement, le deck du tournoi n'était pas Gobelin. C'était en fait John Citadel, le deck qui sacrifie ses créatures à la manière des aristocrates, qui joue aussi Citadel de Bolas pour faire de la value avec également compagnie rassemblée. En top 8, on a retrouvé 4 John Citadel, seulement 2 gobelins, alors que le premier jour il y avait une domination énorme de gobelins, un seul sultai et un mono noir, dont du dieu pharaon. Et malheureusement, Gabriel a perdu en finale contre Seth Manfield, qui Seth jouait le sultai et Gab était avec LSV sur John Citadel. C'est dommage, mais c'était quand même merveilleux, j'étais trop fier de lui. Un petit hockey dans cette finale du dimanche qui n'a finalement pas pu avoir lieu ce jour-là. Il y a eu apparemment des problèmes techniques dans le stream et ils ont dû tout simplement enregistrer le match de finale et le rediffuser le jour suivant. C'est vraiment pas cool pour les joueurs, c'était pas cool non plus pour Val et PL qui ont fait un super stream du coverage de l'événement en français, c'était sympa à regarder, mais là, toutes les 2 heures, on leur disait non, finalement la finale ça commence pendant 2 heures. Pas cool pour eux. Mais bon, on peut pas vraiment leur en vouloir. Je vous rappelle que aux USA, en ce moment, la moitié de la côte ouest est en feu et que c'est le Covid. Un petit peu dommage, j'espère qu'ils feront mieux la prochaine fois, mais je leur en veux pas. Ensuite, vous avez aimé Amon 4 Remastered ? Et bah en fin d'année, Kaladesh Remastered arrive. Ça fait donc pour ces vieux sets plus de draft, plus de cartes pour l'historique et pour le cube, et aussi pour le meilleur format d'Arena, je vous le rappelle, qui est le Gladiator. Encore un article de l'Organized Play. Maintenant, vous le savez, on a arrêté d'essayer de comprendre comment ça se passe, les sphères compétitives de l'Organized Play. On lit même plus les articles, ça sert à rien. Mais par contre, un fait très intéressant sur cet article-là, c'était l'annonce d'une plateforme, un site internet spécial pour donner de la data sur les decks qui perfent actuellement sur Arena et aussi un historique des 25 dernières années de tournois et de decklists qui gagnent. C'est vraiment très intéressant, je me demande ce que MTG Data va faire avec tout ça et ça donne envie de voir quels sont les meilleurs decks du moment. Par exemple, ils disent les decks les plus performants sur le ladder vont être partagés toutes les semaines. Donc ils ne disent pas exactement ce que ça veut dire performant, peut-être des gens qui gagnent pendant 10 matchs de suite, on verra. En tout cas, ça va dans le bon sens. Enfin, le nouveau set Zendikar est sorti. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'essayer, mais en tout cas, certains en moderne ont sorti un nouveau deck. Ils l'ont plutôt dépoussiéré, c'est Goblin Charbelcher. Ce deck est basé surtout sur la carte Rotefeu Gobelin, qui a un artefact pour 4. Lorsqu'on l'active pour 3, on peut révéler des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à trouver un terrain, et puis tu infliges à ton adversaire un nombre de dégâts autant que le nombre de cartes que tu as révélées, ou encore plus si c'est une montagne ou une forêt. Mais ça, c'est surtout intéressant si tu n'as aucune carte de terrain dans ton deck, bah ça va faire toute la taille de ton deck en dégâts pour l'adversaire. Et donc, grâce au terrain double face modo de Zendikar Rising, tu peux te retrouver avec factuellement aucun terrain dans ton deck, alors que finalement, sur l'autre face, il y en a. Et donc, on peut retrouver une ancienne carte qui vient, elle, de l'Ève-Ciel, qui s'appelle Entrelacs des Chemins. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je ne jouais pas à cette époque, mais cette carte est une carte verte pour 2 et un vert qui permet d'aller chercher un terrain classique, sauf que après ils disent un petit peu le wording classique de l'époque, remettez les cartes que vous avez révélées avant de trouver votre terrain dans l'ordre que vous voulez. Vu qu'on ne joue
aucun terrain factuellement dans ce deck, ça veut dire que vous pouvez stacker tout votre deck dans l'ordre que vous voulez et donc partir en combo avec Goblin Charbelcher. Intéressant comme deck combo, ça paraît totalement all-in, assez rigolo. Ça peut valoir le coup de jouer ça une fois ou deux, j'ai vu que ça fait un 5-0 sur MTGO. Je pense pas non plus que ça prenne la méta totalement. En tout cas, on verra ça. Maintenant, on va encore une fois parler de la réserve list. La liste réservée de cartes que Wizard a juré de ne plus jamais réimprimer. Le Power 9, les Lotus Noirs, les Biland, toutes ces cartes sont sur cette liste qui ne sont censées plus jamais voir le jour dans les presses de Wizard. Mais ça fait toujours débat, surtout que chaque semaine on a une nouvelle carte de la réserve list qui spike. La dernière fois c'était Berceau de Gaïa. Et là il y a Ben Weissman qui a écrit un article très intéressant sur sa solution pour le problème de la réserve list. Bon, déjà, qui c'est Ben Weissman? C'est tout simplement le président de Star City Games, un des vendeurs de cartes les plus importants des États-Unis. Un des autres vendeurs de cartes les plus importants des États-Unis, c'est Channel Fireball, qui est aussi connu pour ses articles. Et le président de cette entreprise, lui aussi, est contre la réserve list et pour la réimpression de ses cartes. Intéressant. Mais ce Ben, cette fois-ci, il propose une action concrète. Comment faire pour se débarrasser de la réserve list sans non plus faire totalement plomber le prix de ces cartes vintage pour qu'il n'y ait donc pas de port de plainte contre Wizard et que tout le monde soit content à la fin. Sa solution, c'est le fractionnement d'actions. Alors on va voir sur Wikipédia ce que ça veut dire. En gros, un fractionnement d'actions ou division d'actions, c'est une opération augmentant le nombre d'actions en circulation sur les marchés boursiers afin de diminuer le cours boursier de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte? C'est qu'actuellement, il y a un nombre fixe de Biland. Par exemple, on va prendre l'exemple des Biland de Revised Alpha, Beta, Unlimited. Il y en a un nombre fini sur le marché. Leur valeur augmente beaucoup à la manière d'une action, par exemple une action Apple qui augmente, jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui puissent même pas investir dedans parce que l'entrée dans le game est trop chère. Donc sa solution à lui, c'est de transformer ces vieilles cartes de la réserve list en les donnant pour les détruire contre une réimpression du double de ces cartes, tout ça en payant un prix fixe par exemple de 50$. Donc en gros ça se passe comme ça. Wizard décide chaque année de réimprimer 10 cartes de la réserve list et 10 cartes seulement, et tout ça tous les ans pendant 10 ans. Et après, ils se demandent qu'est-ce qu'on fera les 10 prochaines années. Comme ça, pas de surprise pour les investisseurs et les spéculateurs. Et on sait qu'il faut faire des économies pour s'acheter ces cartes-là cette année. Donc on va prendre un exemple. Pour la première année, on réimprime les 10 Biland originaux. Tu vas à un événement de Wizard comme un Grand Prix en espérant que dans le futur, les Grands Prix reviennent. Et là, tu peux ramener par exemple une île tropicale et une île volcanique, 2 Biland. Tu les redonnes à Wizard à ce GP, tu payes 50$, 50€, un prix fixe de rachat par carte de réserve list que tu leur donnes. Eux, ils détruisent ces cartes, mais par contre, ils te donnent en échange soit le double de cartes, donc 2 îles tropicales et 2 îles volcaniques fraîchement imprimées, ou alors une île tropicale foil et une île volcanique foil fraîchement imprimées. Comme ça, ça fait que le nombre total de cartes de la réserve list, là en l'occurrence, le nombre total de Biland dans le monde augmente, donc plus de gens peuvent jouer, leur prix d'achat baisse, mais cette baisse est tout à fait contrôlée, ce qui correspond aussi aux investisseurs et spéculateurs. C'est une idée qui demande pas mal de logistique, mais que je trouve très intéressante. On n'avait jamais parlé dans ces termes de solution de la réserve list. En gros, tu détruis des cartes de la réserve list pour en réimprimer 2 fois plus et que tout le monde soit content, une situation tout à fait win-win. Enfin, en tout cas, en théorie. Moi, sur Twitter, j'ai fait un sondage pour savoir qui serait prêt, si ce système existait, à donner ses Biland pour en avoir 2 fois plus, mais avec une nouvelle bordure et tout neuf. Alors, la moitié des gens étaient « ouais, pourquoi pas ?» parce que finalement, ça te fait 2 fois plus de Biland, malgré une petite somme. Et l'autre moitié était « bah non, je touche pas à mes Biland. Personnellement, touchez pas à mes Biland, je les adore, avec leur bordure blanche un petit peu dégueu,
leur texte énorme de Revised et puis leur bord tout abîmé, je les aime d'amour et je ferai jamais ça. Mais cela dit, concept très intéressant, merci Ben Weissman. Enfin, une autre controverse de cette semaine, c'est la VML. La VML, c'est une ligue sur Internet entre femmes et personnes non binaires pour jouer à Magic entre elles avec un enjeu de tournoi compétitif puisque la gagnante de ce tournoi va être qualifiée au prochain Players Tour. Ça fait polémique bien sûr parce que ça exclut tous les gens qui se définissent comme des hommes et donc certaines de ces personnes-là en étaient pas très contentes. Moi je n'ai pas à juger de la VML, c'est une opportunité qui permet à des femmes et des personnes non binaires de jouer sans être jugées ou harcelées. C'est un problème qui paraît absurde, mais c'est un problème qui est réel. Donc si elles ont besoin d'un espace safe pour elles pour jouer, ça montre quand même qu'on a des choses à changer dans la communauté. Et si ces changements, ça passe par faire une ligue réservée aux femmes et aux personnes non binaires, finalement, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vous dis à dimanche prochain.